Hello, hello, bienvenue dans ce live, troisième live sur les blessures de l'âme. Ce soir, on va être là pour parler de la blessure d'humiliation. Alors, je vais attendre que tout le monde se connecte. Hello Mélanie, toujours au rendez-vous. Génial, j'espère que tu vas bien. J'espère que ta fille va bien aussi, du coup. Hop. Je vais inviter quelques... Hop. Toujours la première. C'est ça. C'est ça, t'es toujours la première à arriver. Bah écoute, tant mieux, parce que du coup ça marche. Enfin, ça, tu vois que je suis en live directement, donc ça c'est plutôt pas mal. Parce que des fois j'ai des doutes avec Instagram. Je sais pas comment il marche. On est à la bourre, on n'a pas mangé. Ah bah tu vois, tu peux me mettre en fond et manger. Salut Dalia, j'espère que tu vas bien. Hello Nat. Coucou, coucou. J'espère que ça va. Je pensais à toi aujourd'hui Nat. J'ai relu nos conversations. J'espère bien que tu rattraperas. Hello Sandrine. Hello tout le monde. Donc ce soir, on est là pour parler de la blessure d'humiliation. Alors peut-être que certaines d'entre vous savent déjà qu'elles ont cette blessure-là. Et d'autres vont la découvrir ce soir. Parce que c'est une blessure, voilà, on n'est pas, on ne sait pas toujours qu'on l'a, mais on apprend. Je sors de la douche. Nickel, nickel, salut Delphine. Donc, la blessure d'humiliation, on en parle. L'éveil de la blessure d'humiliation entre 1 et 3 ans avec le parent qui s'est occupé de notre développement physique, développement psychique. Vraiment la personne avec qui on a été le plus proche. Mais ça peut être les deux parents en fait. Ça dépend vraiment de notre éducation, mais en général, forcément, c'est beaucoup plus la mère. Parce qu'il faut savoir que la blessure d'humiliation est beaucoup liée, euh, par exemple, au vestimentaire. Quand on s'habille, où là, on va entendre, dès qu'on se salit, on va entendre ah, t'es une cochonne, tu t'es salie. C'est vraiment voilà, c'est burk, quoi. On fait honte à nos parents. Ou quand on mange, en général, les enfants entre 1 et 3 ans mangent soit avec leurs mains, en mettent partout. Voilà, c'est la joie d'avoir un enfant à cet âge-là. Parce que vraiment, il s'essuie sur son t-shirt. Voilà. Et là, la réflexion de certains parents, c'est ah, t'es vraiment sale. Ah, mon Dieu, fais pas ça, c'est dégoûtant. Dégueulasse, des fois, voilà le terme, est là. Donc c'est en général quand on a eu ce genre d'éducation étant plus jeune, et ben on est plus susceptible en tout cas d'avoir cette blessure d'humiliation parce qu'on a eu l'impression de faire honte à nos parents. Salut Sabi. Et on se sent humilié aussi par le contrôle de ce parent, du coup, tu l'auras compris. Voilà. Le masque, voilà, on va parler du masque. En blessure de l'âme, on parle souvent de masque. Quel masque on revêt lors de la blessure d'humiliation? Et ben, c'est le masque du masochiste. On se fait du mal à soi, soit en faisant trop de choses, en prenant trop de choses sur les épaules, par exemple, en mangeant trop aussi, en se faisant du mal avec la nourriture, on est masochiste. On peut aller dans les extrêmes, hein, on peut se blesser, se lacérer, là c'est vraiment vraiment très poussé, mais c'est aussi la blessure d'humiliation qui parle à ce moment-là. Peut-être que tu ne vas pas aussi loin, en tout cas je ne te le souhaite pas, mais sache que voilà, la blessure d'humiliation, c'est ça, c'est aussi cette sensation de se faire du mal, de s'insulter. J'en parle encore assez souvent en disant je suis trop conne, ce que je fais c'est nul, enfin je suis à chier, je vaux rien. Vraiment s'insulter, même devant les autres en fait. Ça, c'est vraiment l'humiliation à l'état brut.
Au niveau du vocabulaire, la personne victime de cette blessure va dire je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne. Alors, c'est pas un vocabulaire que je trouve très jeune. C'est plutôt rare que j'entende en fait quelqu'un me dire oh, je suis pas digne de ça. Ce serait plus je suis pas assez intelligente ou euh, ouais, c'est plus dans ce sens-là en fait que je l'entends, pas dans le sens je suis pas digne. C'est plus je ne mérite pas en fait. Je ne mérite pas telle ou telle chose. Je ne mérite pas qu'on soit gentil avec moi. Je ne mérite pas qu'on me donne des choses. Je ne mérite pas en fait. C'est plus ça. Et le vocabulaire aussi, c'est petit. J'ai une petite maison, j'ai un petit chat, alors il est déjà âgé, j'ai un petit chat dans ma petite maison. Je me sens toute petite. Le petit en fait, on le sent. Ah bah tiens, tu viens boire un petit café. C'est un café en fait, c'est pas un petit café, c'est juste un café. Donc le petit en fait, va montrer aussi que tu as cette blessure d'humiliation. Si tu rapetisses en fait, tu minimises les choses, tout est petit, tout est petit. Salut Angel. Et le dernier mot, ça va être gros. Voilà, les personnes grosses, en général, c'est gros, c'est disgracieux, je suis trop grosse. Gros cochon, gros... Voilà, gros, mais dans le sens péjoratif du terme, en fait. C'est pas dans le sens... ah ben, une grosse part de gâteau... Non, c'est une grosse part de gâteau. L'intonation n'est pas du tout la même et le gros dans ces circonstances-là est vraiment outrancier et vraiment porté sur ses négatifs. Voilà. Le petit c'est petit, mais le gros c'est... Ouais, non, il faut pas être gros. C'est pas ça. Non, voilà. C'est l'humiliation même. Au niveau du caractère de la personne qui a cette blessure, c'est une personne qui a fréquemment honte d'elle-même en fait. Elle a honte de ce qu'elle fait, elle a honte de son corps en général, hein, parce que ce sont des personnes au niveau du corps physique qui sont justement enveloppées, qui se créent une couche de protection en fait due à cette blessure d'humiliation. Et du coup, elles ont honte. Dès qu'elles mangent un truc, elles ont honte. Elles ont honte vraiment, vraiment souvent. Vraiment souvent. Elles essayent de contrôler pour éviter de faire honte aux autres. C'est souvent, j'ai pas envie de faire honte, donc je vais bien m'habiller, je vais mettre beaucoup de parfum parce que j'ai pas envie de sentir des dessous de bras et du coup que la personne qui soit à côté de moi ait honte d'être avec moi. Je vais prendre soin de moi justement pour pas qu'on ait honte de moi. Enfin, tout est fait pour que l'autre n'ait pas honte. Euh, c'est souvent, enfin voilà, le vocabulaire aussi, hein, c'est voilà, j'ai eu honte de ça et du coup je me suis cachée, ou j'ai eu honte de cette situation-là. Le mot honte revient souvent en fait. Euh, Et souvent aussi, dans le comportement, ce sont des personnes qui s'arrangent pour ne pas être libres. Elles sont jamais libres. C'est la plus grande peur en fait de ces personnes-là, c'est la liberté. Faut pas être libre. Dès que tu énonces, en fait, oui, des choses, tu vois, quand on est coach, on va dire, bah tiens, c'est la route vers la liberté, tu verras, c'est magnifique, c'est beau, tout est plus rose quand on est libre, on est détaché, etc. Et ben, ces personnes qui ont la blessure d'humiliation vont avoir beaucoup beaucoup de mal à s'investir dans un coaching parce que justement il y aura le mot liberté et que la liberté c'est l'illimité. Et même au niveau nourriture, quand on dit mais tu as le droit de manger de tout, et ben c'est compliqué. C'est très compliqué parce qu'avec cette blessure, bah, c'est illimité en fait. Ah bah je peux manger de tout, ok je mange de tout, je vais me blinder, je vais me faire mal, je vais vraiment, voilà. Moi je peux pas être dans la liberté, je peux pas être dans l'illimité parce qu'en fait dès que je suis dans la liberté je fais n'importe quoi. Et c'est ça, c'est la personne qui a la blessure d'humiliation va faire n'importe quoi parce que la liberté lui fait extrêmement peur et elle a besoin d'un cadre.
Elle a besoin d'être cadrée, elle a besoin d'une limite en fait, parce que ça lui fait trop peur, elle a peur de pas y arriver toute seule. Et, et elle va avoir honte et elle va faire honte en fait. Et elle va montrer que tu vois, par exemple, manger trop, euh, elle va échouer et elle va dire à l'autre, mais en fait, c'est pas de ma faute, hein. C'est juste que moi, si j'ai pas de cadre, je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. J'ai besoin d'un cadre, j'ai besoin de ne pas être libre, en fait. J'ai besoin de ne pas être libre parce que j'ai peur d'être libre. C'est ça que ça veut dire. C'est parce que j'ai peur. Au fond de moi, j'ai peur. Dès que je suis libre, eh ben, je panique. Et du coup, je fais n'importe quoi. Donc, se punissant, on l'a dit, veut être digne, on l'a dit, hein, veut mériter en fait hein, l'amitié, enfin tout. Euh, et a honte au niveau sexuel aussi. Elle n'écoute pas ses besoins sexuels en général. C'est honteux de faire l'amour, c'est honteux de parler de sexe en général. Tout est honteux en fait. On va pas montrer son corps, c'est honteux. Enfin, voilà. Et du coup, il y a beaucoup de dégoût. Même au niveau du corps, je vois beaucoup de femmes où leur corps les dégoûte. Et elles vont les dire, mon ventre est dégueulasse. Quand j'entends ça, je me dis, pitié, pitié, pas ce vocabulaire, évitez. et ouais, ça marque quand même, c'est douloureux. On sent que c'est douloureux, c'est dégueulasse. Elles ont envie de couper, de trancher dans le vif, d'être vraiment... c'est dur, quoi. C'est vraiment des paroles qui sont très, très dures envers soi, en fait. Voilà. Donc compense et se récompense par la nourriture, je pense que tu l'auras compris aussi pour le coup. Donc au niveau alimentation, ce sont des personnes qui aiment les aliments riches en gras, le chocolat, qui sont boulimiques, qui se font mal avec la nourriture, voire hyperphages, hein, forcément, elles mangent sans avoir conscience de leur satiété. Et elles ont honte de manger. Voilà, tout ce qui est sucré, parce que vu qu'elles ont déjà un surpoids en général, et ben du coup elles ne s'autorisent pas à manger du sucre, et quand elles s'autorisent à manger du sucre, et ben elles se font mal au ventre, parce que justement elles ne se l'autorisent pas d'habitude. Voilà, j'en ai fini avec mon plaidoyer pour la blessure d'humiliation. Je vais lire un petit peu vos commentaires. En tout cas, je t'invite à me mettre, si tu l'as, cette blessure-là, mais moi, quand est-ce que ça se déclenche chez toi pour que je puisse t'aider et que, par exemple, tu partes dès demain en te disant, bah tiens, maintenant je sais quoi faire pour ne plus être dans cette blessure d'humiliation. J'ai des clés pour avancer dans ma vie. C'est le moment dont tu disposes maintenant. Alors, pourquoi ça surgit à l'adolescence alors que l'enfance était nickel? Alors en fait, c'est sûrement, Delphine, que tu n'as pas eu conscience que dans ton enfance, il y a eu des réflexions faites. Parce que tu sais, 1 à 3 ans, on se rappelle pas vraiment des réflexions qu'on a eues de nos parents. On n'a pas, tu vois, des fois c'est tellement naturel d'entendre des choses, genre, ah, c'est vraiment sale ce que tu es en train de faire. Oui, en fait, quand tu t'essuies sur ton vêtement, tu sais que c'est pas propre. La façon de le dire et comment c'est dit, en fait, c'est tellement naturel et c'est tellement ancré que t'as pas l'impression que ça te touche, en fait. Mais ça te marque. Ça te marque. Et ça va ressortir à un moment donné. Donc ça peut ressortir effectivement à l'adolescence, où là, on n'a plus cette prestance avec le corps, se comparer aux autres et tout ça. Et du coup, il y a des phrases qui vont ressortir au moment de l'adolescence, sachant que en plus, les adolescents entre eux sont pas sympas en fait. Et du coup, ça va être compliqué en fait. Ça ressort d'un seul coup et on a l'impression qu'on l'a jamais vécu avant. Mais en fait, si, il y a eu des phrases. Il y a eu des phrases, mais sauf que tu t'en souviens pas. Je pense que j'ai pas cette blessure, enfin une que j'ai pas. Bah écoute, tant mieux si tu l'as pas celle-là. 10 000 fois d'accord. Moi je pense être entre la blessure d'humiliation et d'abandon. Alors il y a oui parce que certainement que
t'as des parties en fait de l'une ou de l'autre. Je dis pas que en fait quand on a la blessure d'humiliation, il faut avoir toutes les caractéristiques de cette blessure d'humiliation. C'est comme la blessure, n'importe quelle blessure. Le but n'étant pas d'avoir toutes les caractéristiques, mais des fois, quand on lit la blessure, quand on voit comment elle se déroule concrètement, on se dit non mais c'est pas possible, on parle de moi là. Il n'y a pas d'autre chose, on est en train de parler de moi. Et du coup, voilà, il faut piocher un petit peu. Il y a des fois, il y a plus un panel dans une blessure et il faut travailler dans cette blessure-là en priorité, celle où tu te diras, bah celle-là, peut-être plus que l'autre, tu vois. Est-ce que c'est l'humiliation plus que l'abandon ou l'abandon plus que l'humiliation? Ou parfois elles se touchent presque, elles se côtoient parce que c'est vrai que entre l'humiliation et l'abandon, quelque part, c'est vrai que le palier n'est pas tout à fait. Enfin, on sent qu'elles s'accrochent bien toutes les deux en fait. Elles se complètent bien les deux là. Ouais, l'adolescence horrible. Voilà, exactement. Chaque repas, dès que je me vois ou quand je suis en colère ou stressée, un peu tous les jours, je suis boulimique. Alors, Anne-Gaëlle, si tu manges par compulsion, tu le sais en fait, tu le sais que dès que tu vas être stressé ou en colère, tu vas manger tes émotions. Là, c'est clairement ça, c'est que tu vas te punir en te disant bah j'ai pas envie de voir cette colère, j'ai pas envie d'être stressée, je le suis quand même, ça m'énerve encore plus, donc je vais manger. Et une fois que tu manges, tu te dis mais c'est pas possible, je suis encore plus. Enfin, ça t'apaise, mais en même temps, t'es en colère d'avoir mangé. Ce qu'il faut que tu fasses là, c'est vraiment accompagner ta colère ou ton stress. Il faut que tu aies le droit d'être en colère. Il faut que tu aies le droit d'être stressé. Et il faut que tu identifies pourquoi tu es en colère et pourquoi tu stresses. Et dans cette identification-là, il faut que tu notes en fait. Il faut que tu prennes un papier, que tu notes, bah là je suis en colère. J'ai cette situation-là qui arrive ou dans le monde, hein, on peut être en colère pour plein de choses en fait. Il y a cette situation-là qui me rend en colère, je sens cette colère monter en moi, là tu peux noter ce que tu ressens à l'intérieur de toi parce que bien souvent on est coupé de nos émotions et on ne sait pas comment on les ressent. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qui nous dérange et bien souvent c'est parce que dans notre famille, il y a eu quelqu'un qui était colérique. Colérique ou extrêmement stressé et on ne veut pas ressembler à cette personne. On veut pas ressembler à cette personne et du coup on ne veut pas ressentir cette émotion-là. Donc il faut s'autoriser déjà à vivre cette colère parce qu'on est humain, que tout le monde est humain et que c'est pas pour autant que tu vas finir colérique ou une personne stressée. Non, c'est juste que tu es humaine, que tu as besoin de vivre cette émotion et vaut mieux la vivre sereinement. Donc il faut déjà faire un travail avec la personne qui te rappelle cette émotion et que tu ne veux pas être, en te disant voilà, je lui pardonne d'avoir été comme ça, je sais qu'elle aussi est humaine, il faut faire vraiment un rituel du pardon avec cette personne, en disant voilà, j'ai vraiment envie de te pardonner parce que je comprends en fait aujourd'hui que tu es humaine et que tu as vécu des choses voilà, qui ont fait que tu ne pouvais pas gérer tes émotions ou que tu les gérais de cette façon-là. C'est pas une façon que j'aime particulièrement, voilà. Mais ok, j'ai vécu ça, c'est ok maintenant. C'est ok pour moi, je l'accepte. Maintenant, je vais passer à autre chose. Et tu t'occupes de toi ensuite en disant ok, j'accepte moi aussi d'être en colère, ça ne me fait pas pour autant écho. Je ne suis pas pour autant cette personne-là, je vis les choses différemment, j'ai une vie différente et j'accepte vraiment, vraiment ma colère. Tu prends le temps de noter, tu prends le temps de noter ce que tu ressens, essaye de savoir comment tu veux vivre les choses, en fait, comment tu veux gérer cette colère, si c'était une colère par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, essaye de savoir bah, c'est quoi la solution, essaye de trouver une solution. Et tu verras que déjà, rien que prendre le temps de faire ça, au lieu de manger du coup pour te faire du mal, et ben ta colère elle va redescendre. Elle va vraiment redescendre. Après, si tu es vraiment stressé, si tu as vraiment été en colère, et que là, tu as toujours envie de manger après ça, autorise-toi de manger. Parce que ton corps a pris des vitamines qui s'appellent du magnésium, du zinc et des vitamines B.
et il va te redemander. Donc, soit tu te recharges en magnésium, tu sais, les Magné B6 ou des choses comme ça que tu trouves en pharmacie, tu prends, voilà, tu prends ça, tu prends un complément alimentaire de magnésium, et voilà, soit tu manges du chocolat, parce que le chocolat c'est bon, et moi j'aime le chocolat. Voilà, j'espère avoir répondu vraiment à ta question. Alors, et je ressemble à une femme enceinte et je fais du sport, bah, j'arrête dès 3 mois et je recommence. Oui, c'est ça, tu peux pas faire ça tout le temps. Voilà. J'ai toujours l'impression d'être jugée quand je mange quelque chose du genre, je pense que les gens se disent que je mange trop. Ouais. Alors là, Audrey, pour le coup, le problème, c'est de penser à ce que pensent les autres. Quand tu penses à ce que pensent les autres, c'est toi, tu vois, c'est l'effet miroir, c'est toi qui te mets à la place en train de te juger. Tu t'auto-juges en fait. C'est toi qui es en train de te dire, mais en fait, je suis en train de trop manger, ou je mange trop sucré, ou ce que je... Non, mais alors je serais à la place de l'autre, je penserais que je suis. Donc c'est toi, tu te critiques en fait, c'est ton ego qui est là et qui est en train de te critiquer. Et il le fait de manière subtile, c'est-à-dire qu'il dit, non mais attends, je vais te mettre à la place de l'autre. Et du coup, l'autre doit penser que tu n'es pas normal, parce que regarde, tu es en surpoids, et du coup, ça veut dire que c'est parce que tu manges du sucre. Alors qu'en fait, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est pas de manger du sucre, tu vois. Le problème, c'est pas de prendre une gourmandise. Le problème, c'est tout ce qu'il y a derrière, c'est justement ton ego, c'est tout ce qu'il est en train de te dire. Euh, oui, bah, dès que tu manges du sucre, il va te dire, oui, non, mais t'as vu, t'es déjà en surpoids, donc il faut pas manger du sucre, tu vas encore grossir, machin, et puis finalement, tu finis par en manger plus. Oui, ben, foutu pour foutu, et puis t'as vu, de toute façon, tu loupes toujours tout, etc. Et ça va te faire manger encore plus. Donc, c'est l'ego qu'il faut stopper à ce moment-là. Et déjà, il faut arrêter d'imaginer ce que pensent les autres, parce que, déjà, on s'en fout. Il n'y a que toi qui compte, tu es la personne la plus importante dans ta vie, donc il faut que tu ailles bien, et je sais que tu as un enfant et que tu en attends un autre, et il faut que tu ailles bien toi, en fait. Toi pour toi, pas pour les autres, en fait. C'est toi pour toi. Et à chaque fois que ton ego va te dire, oui, bah tiens, je pense que l'autre, oui, mais on s'en fout de l'autre. Moi, qu'est-ce que je pense de moi? Qu'est-ce que je pense de moi? Là, je suis en train de prendre un dessert, j'ai envie d'un dessert. C'est soit j'assume parce que j'en ai envie et que ça va me faire du bien et que j'ai envie d'être juste normale, soit je vais me culpabiliser, et là franchement vaut mieux pas le manger, hein. Je te dis, si c'est pour culpabiliser après et te faire du mal, stop, enfin arrête-toi là, hein, et dis-toi bah non, voilà, mais réfléchis, pense en te disant, est-ce que ça va me faire du bien, est-ce que j'en ai envie, et si oui, ok, mange-le en fait. Peut-on être anorexique et avoir cette blessure? Totalement. Tu peux être anorexique et avoir cette blessure d'humiliation, oui, oui. Parce que certainement que tu as une blessure d'abandon ou de rejet qui est plutôt forte et du coup qui va contrebalancer parce que tu es dans le contrôle en fait. Et du coup, ben, tu peux avoir l'humiliation un petit peu moindre que l'autre blessure qui va faire que tu veux disparaître, donc ça serait plus le rejet. Voilà, à ce moment-là. En fait, j'arrive pas à identifier à quel moment ça se déclenche. Alors à quel moment que quoi? Que quoi se déclenche? Que la blessure d'humiliation se déclenche dans ta vie ou juste le moment où tu manges trop, où tu vas te dire, où ton ego va te parler, ou c'est quoi qui se déclenche? Ah ben me dire que je suis une merde et que je suis trop conne, oui ça m'arrive un peu moins maintenant. Je, je pense qu'elles sont kiff-kiff, ouais. Donc oui c'est ça, en fait se dire qu'on est conne, le problème c'est qu'on l'entend de nos parents ou des copines ou... et puis au début on se met à rire de ça, on se dit mais non c'est n'importe quoi, puis finalement on le fait par automatisme et du coup il faut arriver à se dire dès qu'on se dit putain je suis trop conne, non, parce que là, c'est clairement l'ego qui parle tout haut, hein, qui dit ouais, t'es trop conne, tu te rabaisses, en fait, tu t'auto-rabaisses. Et se dire non, attends, non, je suis pas conne, j'ai fait peut-être une erreur, peut-être que j'ai pas pensé à ça, c'est pas grave. Et ben, je le fais. Et j'avance en fait. Il faut toujours trouver des solutions à ce qu'on est en train de faire, à ce qu'on est en train de vivre. C'est pas se culpabiliser, c'est se dire bah tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant pour aller mieux, tout simplement.
J'ai peur de finir comme ma mère toxique. Ouais, bah voilà, ça fait, tu vois, Angel, ça fait tout. C'est vraiment, il faut que tu pardonnes à ta mère. Il faut que tu pardonnes à ta mère d'avoir été comme ça, parce qu'elle a certainement vécu des choses difficiles à vivre, et elle a appris à être comme ça. Elle a appris, elle a gardé ça, elle pense qu'elle fait bien. Elle a certainement d'autres blessures, hein, telles que, en général, quand on est toxique, un petit peu comme ça, quand on veut être dans le contrôle de l'autre et qu'on est certainement colérique, c'est la blessure de trahison qui parle et qui est très dure. C'est une blessure qui est vraiment très dure avec les autres, mais aussi avec soi-même, hein, parce que on est vraiment dans le contrôle de soi, et on n'accepte rien, mais rien de soi, mais rien des autres non plus. Donc c'est important que, pas que tu la plaignes, mais en tout cas que tu te dises, ouais, bah voilà, elle a ses choses à régler, elle a ses blessures à régler. C'est elle qui doit les régler en fait, avec elle-même. Et toi, c'est bon. Toi, tu vis ta vie. Toi, tu choisis en fait comment tu veux être et tu choisis aussi de guérir tes blessures et de ne plus être impacté par ta maman aujourd'hui. Je t'invite vraiment du coup à faire le bonhomme allumette pour couper tous les liens négatifs avec ta maman. Si tu ne connais pas, tape sur Google bonhomme allumette et fais-le et pardonne-lui parce que c'est super super important. Hello à tous ceux toutes celles qui arrivent en cours de route. Les gens sont beaucoup trop égocentrés pour penser à ce qu'on fait. Ou c'est vrai en plus, c'est totalement ça. En fait, ils s'en foutent, tu peux prendre ce que tu veux. La plupart du temps, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la personne qui va te juger, déjà, elle va jamais te le dire, mais c'est qu'elle a elle-même la blessure et que ça réveille quelque chose en elle, en fait. Donc, elle est pas mieux que toi. c'est pas du tout, même, c'est juste qu'elle aussi, elle souffre et que ça va réveiller quelque chose en elle. Donc c'est pas... Enfin voilà. Vaut mieux t'occuper de toi, quoi. Je pense toutes les avoir. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas grave, je les avais toutes aussi. Donc ne t'inquiète pas, on s'en sort. J'arrive pas à identifier ce qui déclenche la blessure. Après, oui, je ne veux pas être comme ma mère stressée. On a parlé ce matin avec la lavande. Oui, parce qu'en fait, Delphine m'a envoyé ce matin une image d'une personne qui sniffait la lavande pour être moins stressée. Et du coup, je lui dis, mais non, mais t'es pas stressée, toi, c'est pas... Voilà, elle me dit, je suis pas comme ma mère, voilà, qui est stressée. Mais oui, en fait, c'est pareil, il faut pardonner. Et c'est vrai que quand on voit beaucoup, quand on côtoie beaucoup ces personnes-là qui sont stressées, ou c'est difficile de couper vraiment un lien et de se dire, voilà, j'ai pas envie d'être comme ça. J'ai pas envie en fait de finir comme ça. Il faut absolument, vraiment absolument pardonner et accepter que ces personnes soient comme ça et accepter que les autres aient des blessures et que c'est à eux aussi de les gérer. Une fois qu'on accepte qu'une personne est stressée par exemple, elle est stressée, elle va encore poser les questions, les mêmes questions, elle va encore dire les mêmes choses, tu la changeras pas. Tu la changeras pas. Il n'y a que toi qui peux changer ta vision des choses. En fait, il n'y a que toi qui peux changer ta propre vision de tes parents, même de tes enfants, de ton conjoint, de ta belle-mère. Enfin, voilà, il n'y a que toi qui peux changer ta propre vision des choses. Et il n'y a que toi qui peux te dire, bah tiens, finalement, je la voyais comme ça, et aujourd'hui, ça me touche même plus, parce qu'en fait, elle aussi, elle a des choses à régler, c'est à elle de les régler, et elle est comme ça, en fait, tout simplement, elle est comme ça. Ça changera pas, en fait. Tu t'y fais. Tu t'y fais, en fait. C'est comme ça. Comment faire si ça nous est impossible de pardonner? Alors, impossible. Impossible de pardonner. Là, en fait, ça dépend vraiment des circonstances. Si tu dis que c'est impossible à pardonner, c'est que tu vis un véritable blocage. Blocage, mais c'est toi qui le vis. C'est pas l'autre, hein. C'est toi qui es en train de te mettre un blocage, en train de te dire je ne pardonnerai jamais à cette personne. Et du coup, tu te provoques toi-même une blessure en te disant en fait, c'est comme si tu avais une plaie ouverte et tu te dis mais je vais pas me guérir, je vais la laisser comme ça, je vais y penser. Voilà, je vais y penser, elle va rester là, ça va bien me saouler,
Et ça va me faire mal. Mais je vais la laisser là, en fait. Et du coup, t'avances pas. Tu gardes la même blessure, tu la refermes jamais. Le truc, c'est que on fait souvent l'amalgame entre je pardonne, ça veut dire oublier. Mais non, tu pardonnes. Ok, tu pardonnes. Mais t'oublies pas. T'oublies pas ce qui a été fait. Mais tu as pardonné. Voilà, c'est tout. Et toi, tu sais ce que tu dois faire pour toi, en fait. Tu sais comment tu veux être. Tu sais ce que tu veux de mieux pour toi. Et ça, c'est le plus important. C'est ça aussi. Il faut réfléchir à ça. Qu'est-ce que je veux de mieux pour moi aujourd'hui? Sur quoi je vais bosser? Sur quoi? Qu'est-ce que j'ai envie, en fait? Je pardonne pour quelqu'un qui m'a fait du mal, mais pour autant, je lui laisserai jamais la porte ouverte en train de me dire, bah tiens, vas-y, fais-moi encore du mal. Je t'ai pardonné. Vas-y, reviens, reviens, tape-moi. Je sais que ça va faire rire Delphine parce qu'on en a parlé aussi. Et de tendre la deuxième joue, en fait, on me disait, voilà, mais quand on nous tape, faut pas tendre la deuxième joue. Et j'ai dit, mais non. Moi, j'étais là, mais non, en fait. Moi, je veux bien pardonner à quelqu'un qui m'a frappé une fois en me disant, ok, je pardonne, je coupe le lien, je pardonne, je passe à autre chose. Mais pour autant, elle viendra pas me frapper, en fait. C'est... Non. Mais j'ai pardonné, mais je suis pas bête. Je vais pas me refaire avoir en me disant, bah tiens, vas-y, refrappe-moi. Puis je vais me laisser faire. Non, en fait. Je pardonne pour moi. Hein. Vraiment pour moi, pour être en paix et pour avancer, pour ne plus penser à cette personne surtout. Et me dire, voilà, j'avance dans ma vie, je fais ce que j'ai à faire, j'aide les gens que j'ai envie d'aider. Et voilà, en fait. Salut Sandra. J'ai oublié, c'est le bonhomme allumette sur le net. Ouais, c'est ça, bonhomme allumette. Tu tapes ça sur Google et tu vas trouver du coup des blogs qui expliquent incroyablement bien ce qu'est le bonhomme allumette et comment le faire. Bah, je suis arrivée au stade où je sais que ça changera pas, donc du coup, c'est pas ça qui déclenche. Alors, c'est pas, du coup, ça serait pas ta mère qui déclencherait le truc. Est-ce que tu te pardonnes à toi déjà d'avoir ces réactions? Est-ce que tu acceptes en fait d'être stressé? Est-ce que tu acceptes d'avoir des réactions qui sont hors de contrôle en fait, qui seraient plus hors du cadre? Tu vois ce que je veux dire? C'est que quand on est dans la blessure d'humiliation, on a besoin d'avoir ce cadre. Et toi, à un moment donné, tu vas sortir du cadre. Est-ce que tu acceptes ça? C'est ça qu'il faut que tu saches aussi. Est-ce que ça se déclenche pas justement quand tu es hors du cadre? Je comprends ce que tu dis sur le blocage de ne pas pardonner. Ok. Suite à une humiliation, j'ai pardonné. La personne voulait revenir, me pardonner ne veut pas dire revenir. Exactement, Sandra, c'est ça. C'est exactement ça. Elle s'en veut, mais sa déception ne m'appartient pas. Pour autant, moi, je suis plus légère et complètement détachée. C'est ma, c'est ma résilience. Mais c'est ça, en fait. Après, voilà, on peut pas, il faut pas regretter de pardonner, au contraire, hein, c'est vraiment quelque chose que je dirais qui est vital. Il faut vraiment pardonner pour ne plus. Euh, c'est le Dalai Lama qui disait quand on est en colère contre quelqu'un, donc quand on pardonne pas, c'est comme tenir un charbon ardent dans ses mains et le garder en fait et se brûler soi-même. En fait, c'est exactement ça. C'est toi qui te brûles, l'autre il n'en a plus rien à faire la plupart du temps. L'autre, ça se trouve, il s'est même pas rendu compte qu'il t'avait blessé. Il y en a qui le font consciemment et il y en a qui le font inconsciemment. Et ceux qui le font inconsciemment se rendent pas compte en fait. C'est toi qui te sens blessé, c'est toi qui t'es senti humilié, voilà, et l'autre ne s'est même pas rendu compte parce qu'il est comme ça et que voilà, tout simplement. Mais c'est toi qui gardes cette colère, cette rancune et c'est toi qui te brûle, c'est toi qui brûle de l'intérieur en fait, qui bout de l'intérieur, qui te fait du mal. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut pardonner. Et pour les personnes qui le font consciemment, c'est toi, il faut que tu te pardonnes aussi, malgré tout. Il faut que tu arrives à pardonner à l'autre, mais aussi à toi, dans les deux cas, en fait. Il faut que tu rayonnes. Il faut que tu ailles vers l'avant. Celle qui t'a humilié consciemment, bah, c'est sa conscience. C'est elle avec elle. Tout simplement. Toi, voilà, tu t'es senti humilié parce que aussi, ben, peut-être que c'était vraiment une humiliation et que voilà, c'était normal de se sentir humilié à ce moment-là, mais c'est pas pour autant qu'elle va recommencer, enfin que tu lui laisses le droit de recommencer. Hein. Et du coup, tu passes à autre chose.
Y a-t-il d'autres personnes qui ont cette blessure d'humiliation et enfin qui savent quand est-ce que ça se produit? On fait comment? Comment ça? Pour pour pardonner? Pour pardonner, t'as plusieurs choses que tu peux faire. Euh, c'est pour pardonner en fait ce que tu peux faire. Moi, ce que j'aime bien faire, hein, c'est mon rituel de pleine lune, le pardon. C'est que je dresse une liste de personnes à qui j'ai envie de pardonner, où je me suis sentie blessée durant le mois, où moi j'ai envie de dire pardon, je note, je me remémore en fait ce que j'ai ressenti, ce qui s'est passé, j'essaye d'être en extérieur, tu sais, un peu comme si tu regardais dans un cinéma la scène, mais en extérieur, t'as toi qui est en train d'être avec l'autre, et là tu vois les choses d'un œil extérieur et tu essayes de voir voilà, un petit peu ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, tu décides de pardonner. Donc tu peux noter toute la scène, tu peux noter tout ce que tu as à dire, parce que la plupart du temps, quand on se sent humilié comme ça, en effet, on est sur le cul et on ne dit rien et on reste stoïque. Et après on se dit, mince, j'aurais dû dire ça. J'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, ou j'aurais dû faire ça, ou voilà. Il faut le noter. Il faut le noter parce que tu dois passer à autre chose. Donc tu notes tout. Le pire, c'est que quand tu le notes pas, ça revient dans ta tête. Ah ouais, mince, j'aurais dû dire ça. Tu notes tout ce qui s'est passé, machin, et à la fin, tu fais un peu un Ho'oponopono, c'est-à-dire que tu vas lui dire, ben écoute, c'est comme si elle était en face de toi et que tu lui disais, ben écoute, voilà, il s'est passé ça. C'est vrai, j'ai pas forcément aimé, je me suis sentie humiliée. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de pardonner. Donc, excuse-moi parce que peut-être que je t'ai montré que tu avais l'opportunité dans ma vie d'entrer et de porter cette humiliation. Peut-être que j'ai mal interprété aussi et que je me suis sentie humiliée alors que c'était vraiment pas le but. Donc, excuse-moi pour t'avoir peut-être blessée. Parce qu'en fait, la plupart du temps, même les personnes qui consciemment humilient l'autre, c'est qu'elles ont été blessées de quelque chose. Et comme dit Sandra, c'est des personnes qui ont une très faible estime d'elles-mêmes parce qu'elles ont peur. Et la peur prend le dessus et c'est leur réflexe. C'est le réflexe qui fait que c'est comme si elles donnaient un point, tu vois. Et c'est comme ça, c'est l'ego, c'est le réflexe. Elles vont réagir en disant, bah tiens, je vais t'humilier. J'ai ce réflexe, je vais t'humilier maintenant. Et comme ça, c'est toi qui es touché. Moi, je le montre pas, je suis touchée, mais je vais pas le montrer, je vais t'humilier, ce sera toi, tu verras. Et du coup, mais c'est triste pour elle. C'est triste pour elle. Voilà, toi tu fais le taf. Toi tu fais le taf pour en sortir plus épanouie, plus grande et travailler sur toi en fait. Et être mieux. Et quand tu la recroiseras, tu te diras, mais voilà. Moi, ça va. Moi, tout va bien. Écoute, tu m'as humilié une fois, mais moi, tout va bien. Donc, tu notes tout ça et après, tu lui envoies beaucoup d'amour. Et voilà. Et tu brûles la lettre. Tu brûles la lettre et tu lui dis, voilà, je te pardonne. Je me pardonne. Prends soin de toi. Je te souhaite vraiment le meilleur parce que le but, c'est aussi que l'autre travaille sur elle et qu'elle évolue et que, voilà. Hein, mais après ça ne dépend pas de toi. Et souhaite-toi le meilleur aussi. En disant, voilà, moi je ne veux plus que cette situation se reproduise et maintenant je vais faire ce qu'il faut pour pas que ça se reproduise. Maintenant je sais quoi faire. J'ai la solution, je sais ce que j'avais envie de dire et je sais que ça ne se reproduira pas. Alors, peut-on confondre humiliation et abandon? Oui, parce que là, c'est assez mince, mais l'humiliation, c'est vraiment la honte. Et tu peux te repérer comme ça, c'est la honte. C'est la honte et vouloir se faire du mal, parce qu'on a honte. J'ai trop honte et du coup, je me fais du mal, quoi qu'il en soit. Et j'ai très peur de la liberté. Voilà. Alors que l'abandon, c'est on a peur de la solitude. Ah, c'est mince, hein, tu vois. Parce que la liberté, la solitude, des fois on fait l'amalgame aussi entre les deux. Si je suis libre, c'est parce que je suis toute seule. Mais non, tu peux être libre, mais avec plein de gens autour de toi. Et te sentir libre quand même. Alors, je t'humilie pour ne pas te donner de pouvoir sur moi. Ouais, c'est ça. Exactement, Sandra, c'est ça. C'est en fait, ouais, comme ça, l'autre sera humilié, saura plus quoi faire, et du coup, c'est vrai que la blessure, mais en général, ça a touché quelque chose chez l'autre.
Et c'est pour ça qu'elle a cette tendance à humilier, à vouloir descendre l'autre, à être vraiment... c'est avoir des propos durs, etc. C'est une blessure aussi, hein, c'est la blessure de trahison qui est comme ça. Hein. C'est, voilà, on cherche vraiment à atteindre l'autre au plus profond et à lui faire du mal, quoi qu'il en soit, pour se montrer plus fort. C'est moi le plus fort et c'est moi, regarde-moi. Moi, je suis plus fort. Donc, blessure de trahison qui fait ça. La personne humiliée peut-elle prendre la fuite, partir sans un mot et sans se retourner? Alors là, pour le coup, alors la personne qui se sent humiliée, mais qui part, enfin qui fuit, c'est la blessure du rejet. Tu vois? C'est la blessure du rejet qui fait ça. La personne humiliée va rester, va se faire humilier en public, quitte à même pleurer devant tout le monde, quitte à s'auto-humilier encore plus en fait, en restant et, et, euh, et en se disant quoi, pauvre de moi quelque part, hein, voilà, où je l'ai bien mérité, j'ai bien mérité ce qui m'arrive. Regardez tous, on est en train de m'humilier et je reste. Alors que la personne qui fuit, c'est le rejet. Elle se sent rejetée, elle part sans se retourner. Sans se retourner, elle va rejeter les autres et tous ceux qui ont été là, qui ont ri, qui ont pas ri, enfin qui, voilà, elle va, mais alors les jeter d'une force en disant, barrez-vous, barrez-vous. Je ne veux plus vous voir. Vous n'avez pas pris ma défense. Mais voilà, allez-vous-en. Moi, je ne veux plus vous voir. Donc ça sera la blessure du rejet et du coup, pas de l'humiliation. L'humiliation, elle va rester. Elle va se faire humilier. Et en général, on le voit aussi chez des personnes, tu sais, dans les couples où, par exemple, le mari va tromper sa femme, mais que sa femme va rester et va accepter la tromperie. Alors qu'elle ne supporterait pas ça en temps normal. Mais elle va l'accepter, elle va la subir. Tu vois? Et elle va rester. La blessure d'humiliation est comme ça. On reste, on subit. Ok, on est bien d'accord. Donc, lui est parti sans se retourner et moi, je me suis retrouvée seule sans explication. Donc, lui, il a fait le rejet. Tout simplement. Et toi, tu t'es retrouvée seule, donc là, c'est la blessure d'abandon, où tu as ressenti de la solitude. Après, c'est vrai que quand quelqu'un part sur un rejet comme ça, quand il se sent rejeté, qu'il part sans dire ni merde, ni pourquoi, voilà, parce qu'il a ressenti le rejet, et il va pas t'expliquer pourquoi, c'est clair, mais il mettra un terme, quoi qu'il en soit, à votre relation du jour au lendemain, il reviendra jamais, parce que son ego est là et que son ego lui dit que clairement il s'est senti rejeté à un moment donné et que du coup il va te rejeter toi parce que c'est ta faute. Donc voilà, sache que l'explication elle est tout simplement là. T'as pas besoin de plus, c'est juste que tu as réveillé en lui cette blessure du rejet et que du coup il reviendra pas à cause de ça. À moins qu'il travaille sur lui et sur sa blessure. Et qu'ils se disent, ah bah non, finalement, c'était bien. Et qu'ils disent, mea culpa, je reviens. Mais du coup, c'est le rejet, ouais. Moi, je reste pas, je fuis, mais j'ai aussi la blessure de rejet. Voilà, ouais, c'est ça. Tu fuis parce que tu as la blessure du rejet. Et si la femme part au bout d'un moment, du coup, elle passe de l'humiliation au rejet. Non! Alors, non, là, ça va loin. Non, si elle part parce qu'elle se fait humilier, c'est juste qu'à un moment donné, elle prend conscience de sa blessure et qu'elle va aller de l'avant. Et qu'elle se dit non, j'ai plus envie de subir. J'ai plus envie de subir et là, je vais m'affirmer et je vais dire stop. C'est pas quelque chose que dans mon quotidien, j'ai envie de subir. Et là, elle assume et elle part. Tu vois? C'est pas du rejet, c'est juste qu'elle assume sa décision. Elle va dire non mais c'est bon, maintenant j'ai plus envie de subir, je passe outre ma blessure d'humiliation, et voilà. Et là tu sors un peu le pied de ta zone de confort et vraiment de cette blessure pour vraiment aller mieux et aller de l'avant, pour le coup. Bah si justement il est revenu 2 fois. Ah, donc normalement t'aurais dû avoir les explications s'il est revenu. Après, il peut revenir par la blessure d'abandon en se disant mais non, ne m'abandonne pas. Moi, je reste et je mange du popcorn.
Ah, 3 pots. Bien, bien, bien. Ah bah voilà, tu as parlé du pourquoi son retour, il travaille sur lui. Oui, je vois la différence. Ah bah ça c'est top. C'est top du coup qu'il travaille sur lui. Pourtant il met de la distance de temps à autre. Oui, parce que je pense qu'il est blessé par certaines choses. Certaines choses, il doit se sentir blessé. T'y es pour rien. La plupart du temps, c'est des comportements qui doivent raviver chez lui une blessure en fait. Il y a des fois, c'est rien, c'est infime. Je te jure que c'est infime. Ça peut être juste une parole et l'autre va partir en quenouille, comme on dit. Et tu te dis, waouh, mais j'ai rien dit en fait. J'ai rien dit, je comprends pas. En fait, c'est juste une parole qui rappelle chez l'autre, qui ravive en fait chez l'autre une blessure. C'est par exemple, pour te donner un exemple concret, l'autre jour, j'ai fait un podcast là-dessus. Mon conjoint, enfin, je lavais le sol chez moi, je faisais le ménage et tout, et je dis comme ça, bah, le canapé est sale. Je le dis à mon conjoint parce qu'il était le seul à être là. Et il me dit comme si c'était de ma faute. Et il est parti en fait en se disant non mais t'es en train de dire que c'est de ma faute. Et j'ai senti la colère en fait, mais sa blessure était ravivée juste parce que j'avais dit que le canapé était sale. Et je lui dis bah c'était de sa faute. Je disais juste le constat, le fait est que le canapé est sale et qu'effectivement il faut le nettoyer quoi. C'est juste voilà, j'étais en train de m'affairer à nettoyer la maison, bah je le dis quoi, le canapé est sale, c'est un fait quoi. Je disais pas c'est de ta faute, hein. Voilà, mais il y a des fois tu vois ça part de rien, c'est le tilt qui fait que chez l'autre ça va raviver une blessure et que du coup ça va s'enflammer d'un seul coup. Tu vas pas comprendre d'où ça vient. Et tu fais pas exprès, hein. C'est juste que c'est à l'autre aussi de travailler sur sa blessure. Oui, j'y suis pour rien, ça je l'ai compris, et oui, parfois il semble que je ravive des trucs. Après, c'est bien, c'est parce que ça le fait travailler aussi sur lui, hein. Il faut aussi qu'il travaille sur lui, et c'est bien s'il le fait. Je trouve ça génial. C'est bien aussi sale, Sandra, mais du coup, est-ce la blessure d'humiliation, le popcorn salé? Ah, c'est bien aussi salé. Ah, d'accord, ok. Wow. Je l'ai zappé sans lui dire pourquoi. Je me suis dit que ça valait les 30 ans de souffrance dont j'ai réussi à me défaire, mais reste la boulimie et l'agoraphobie à combattre. Ouais, du coup, bah Angel, pour la boulimie et l'agoraphobie, voilà, il faut prendre les choses une à une en fait et savoir voilà ce qui est encore, qu'est-ce que tu fais encore aujourd'hui, qui est, qui sont des automatismes. Bien souvent, c'est voilà, c'est toujours cette histoire de ne pas gérer ses émotions, de ne pas les écouter, de ne pas vouloir ressembler à, ou tu vois, et l'ego prend une bonne partie de fais pas ci, fais pas ça. Oh, si tu fais ça, oh, puis que vont dire les autres? Et du coup, voilà, il faut aussi travailler sur l'ego au quotidien et le contrer avec des phrases contre en fait, quand tu vas te dire mais mange pas ça, mais en fait, ça va, est-ce que tu en as envie? Est-ce que tu as faim? Est-ce que, voilà, est-ce que tu en as besoin? Est-ce que ton corps a besoin que tu manges ça, en fait? C'est ça, en fait. Quand on est boulimique, c'est qu'on a perdu l'habitude de manger pour, en fait, avoir, enfin, parce qu'on a faim et parce qu'on a envie d'assouvir cette faim. On mange nos émotions. On mange parce que il s'est passé un truc, parce qu'on était énervé, parce qu'on était stressé, parce que si, parce que ça, en fait, on a toujours quelque chose qui nous fait manger. Hein. Ça peut être aussi des périodes joyeuses. Hein. C'est un anniversaire, c'est l'occasion de se faire du mal avec la nourriture. Personne n'y verra rien. On a le droit. Voilà. Les vacances aussi sont une merveilleuse occasion de se faire du mal avec la nourriture. Voilà, il faut réapprendre à manger pour se faire du bien, pour faire du bien à son corps, pour faire du bien à son mental et apprendre aussi à faire d'autres choses pour justement se délester de son mental. C'est super important. Sandrine, aujourd'hui, si quelqu'un m'humilie, je reste tranquille, ça ne m'appartient pas. Oui, Sandra, tu as bien raison.
Oui, je le félicite et je lui dis qu'il a progressé. C'est bien. On m'attend. Ok. Mon fils travaille très bien les Lego. Non, Lego. L apostrophe go. J'adore t'écouter. Bah, avec plaisir et échanger avec toi. Encore plus de plaisir. C'est vraiment avec plaisir que je fais ces lives. Ça faisait longtemps. Et du coup, ça me manquait aussi. J'aime bien. J'aime bien aussi vous entendre. Enfin, vous entendre, vous lire, quoi. Voilà, parce que je vous entends pas. À part Sandra, parce que Sandra, elle aime les vocaux. Elle fait des vocaux tous les jours, tout ça, tout ça. Voilà. Et elle fait des Lego avec son fils tous les jours. Un Lego par-ci, un Lego par-là. Il y a Sandrine aussi qui légote. Qui légote un jour, qui légote toujours. Ah ça non, il travaille pas encore Lego, trop occupé avec les Lego. Avec les Lego. Mais Lego, c'est fou, hein. Moi je le vois aussi chez les enfants. Je le vois à ma fille qui me lance c'est pas juste. Je me dis mince, ça y est, déjà un. Allez, injustice, hop, allez, je note. J'essaie de voir comment ça évolue tout ça et de réagir. En fait, c'est vrai que je réagis automatiquement en lui demandant, en essayant effectivement de savoir pourquoi elle pense ça, en lui disant mais tu sais, c'est pas une question de justice ou des choses comme ça. Et essayer de raisonner aussi son ego déjà, enfin elle a 8 ans et du coup je vois déjà cet ego-là arriver. Chez plus jeune, c'est difficile. Enfin, franchement, c'est compliqué. Plus jeune, il n'y a pas trop de phrases, à moins que ce soit vraiment des familles qui soient très marquées, avec des blessures très très marquées. Et du coup, ça va se voir. Mais l'humiliation peut se voir très jeune, du coup, par rapport voilà, aux paroles que l'on a sur nos offenses quand ils se salissent. On le voit chez les parents, hein. Quand on... Ah, t'es vraiment sale. Ah, tu t'es sali. Ah, c'est pas bien. Ou des fois qu'ils prennent vraiment... qui se font disputer parce qu'ils salissent leurs vêtements et on sent que là ça va être dur. Là on sait déjà que ça va être dur pour l'enfant parce qu'il aura cette blessure d'humiliation. Du coup, je joue avec Lulu Lego. Voilà, c'est ça. Moi c'est Lulu la glu. C'est chacun son Lulu, hein. Moi j'ai Lulu univers. Voilà. Oui, j'aime bien. Mon fils a peur d'être ridicule à l'école, je le rassure beaucoup, mais c'est important chez lui. Peur d'être ridicule, de ne pas comprendre ce qu'explique le prof. Du coup, est-ce qu'il est réservé? Est-ce qu'il n'ose pas aller Après, ça dépend vraiment de son comportement. Est-ce qu'il a peur d'avoir honte? C'est ça qu'il faut lui penser. Est-ce que tu as peur d'avoir honte? Honte de quoi? Est-ce que tu as déjà essayé? Des fois, c'est aussi lui demander, le pousser au challenge. Moi, ma fille, c'est ce que je fais en fait, parce qu'elle est aussi comme ça, hein. Elle a du mal à être un peu extravertie, elle est vraiment introvertie. Et du coup, je lui lance des petits challenges. Quand elle part à l'école, je lui dis aujourd'hui, écoute, tu vas répondre aux questions de la maîtresse, enfin, tu vas répondre à une question. Tu réponds, ou tu lèves le doigt une fois. Et du coup, on essaye de voir, je lui dis, voilà, elle sent qu'en fait, elle est challengée. Elle se dit, ouais, tiens, je vais essayer. Elle gagne rien à le faire, juste de l'estime d'elle-même. Et du coup, ça fonctionne parce que je lui dis, bah tiens, essaye ça. Essaye, et tu me diras, voilà, il faut essayer. C'est comme là, elle était dans la piscine en train de nager. Elle me dit, je vais pas y arriver à nager. Je dis, bah pourquoi tu n'essayes pas? Elle a essayé, elle était super contente d'arriver à nager. Bon, elle a pied. Mais elle me dit, je vais couler. Je lui dis, mais non, tu peux pas couler vu que t'as pied. Donc elle a essayé et petit à petit, c'est pareil, elle sent que elle peut essayer. Elle peut essayer. Et c'est important. C'est important de les lancer un petit peu là-dessus. L'école, c'est encore un autre sujet, c'est sûr. Et vu mon fils aussi, il se sent nul à l'école. Ouais, alors nul, voilà, blessure du rejet, honte, humiliation. Hein, qu'on sache un petit peu où on se trouve. Mais effectivement, ça dépend, ils peuvent tout avoir. Hein. Ils peuvent aussi avoir toutes les blessures et les vivre différemment à l'école.
Oui, très réservé à un père pervers narcissique qui le rabaisse depuis petit. Et oui, ça aide pas, c'est sûr. C'est sûr, ça n'a pas aidé forcément à son développement. Mais ça peut changer. Ça peut changer. Alors, ne reste pas dans le ouais, c'est à cause de son père, tout ça. C'est comme ça. Il a cette blessure-là. On ne peut pas blâmer tout le temps. Donc du coup, maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour qu'il avance? C'est ça. Qu'est-ce qu'il a envie de mettre en place aussi pour avancer avec toi? Pour que vous ayez une éducation bienveillante maintenant et de le pousser vers le haut. Parce que ressasser le passé, bon bah voilà, c'est comme je dis, il faut pardonner et puis ensuite, qu'est-ce que je veux faire pour mon futur? Qu'est-ce que je veux faire maintenant pour mon futur? Et y aller petit à petit, avec son accord. Bien sûr, parce que c'est lui qui va faire. Il est très émotif, ouais, hypersensibilité. D'ailleurs, l'hypersensibilité fait aussi partie de la blessure d'humiliation. Et de l'abandon, d'ailleurs. Enfin, les deux, voilà. Donc c'est pour ça qu'elle se touche bien, celle-là. Heureusement qu'aujourd'hui, on dispose de coachs en parentalité incroyable. Dis la coach en parentalité, merci Sandra, si jamais... Allez voir Sandra. Ah, c'est l'heure de l'histoire pour mes enfants. Bisous. Oui, je lui explique et je prends le temps avec moi, il comprend qu'il peut essayer et se tromper. Mais je lui dis comment je fais pour calmer mes émotions et avancer. Mais oui, c'est bien. Et puis il y a plein de livres aussi là-dessus, hein, sur les émotions, sur comment les reconnaître, parce qu'on n'apprend pas à les reconnaître. Maintenant, on apprend un petit peu plus à l'école, en maternelle. Mon fils l'a appris en grande section, ma fille ne l'a pas vu du tout en maternelle. Il n'y a que mon fils qui l'a vu en grande section, donc l'année là, où ils ont appris les émotions. Sinon, ils n'avaient pas appris. Moi, je l'ai jamais appris. J'ai jamais appris les émotions. C'est comme si c'était naturel, en fait. C'est comme manger. T'apprends pas à manger. Tu manges. Voilà, tu manges. Tu mimes. Tu mimes le truc de manger, en fait. Et voilà. Et tu prends sur tes parents. S'ils mangent vite, tu vas manger vite. S'ils mangent lentement, tu vas manger plus lentement. Tu prends sur eux, en fait. Donc tout ça, voilà, il faut le réapprendre. C'est un tout, en fait, même pour nous. Hein. On doit réapprendre à manger, à comment manger. Et on doit réapprendre aussi nos émotions, comment les gérer, du coup. Enfin, gérer entre guillemets, hein, comment les accompagner, et comment les reconnaître, et comment faire. Tu vois, parce qu'on n'a pas appris ça. T'es en colère, ben non, t'as pas le droit de taper quelqu'un. Bon, ok, j'ai pas le droit de taper. Je fais quoi? C'est quoi la solution? Non, mais tu restes dans ton coin et t'es puni, parce que t'es en colère. Ben, ok. Comment je fais plus tard? Donc voilà, comment gérer l'émotion? Comment l'accompagner? Ok pour Sandra. Voilà. Sinon, tu me prends moi pour les blessures de l'âme. Parce que je suis une super coach aussi, tu vois. Et du coup, je peux accompagner. Non, mais parce que Sandra, elle est très occupée. Elle a beaucoup trop d'enfants. Voilà. Reconnaître ses émotions, vaste sujet. Ouais. Il y a la roue des émotions qui existe pour les enfants, mais du coup, tu peux l'apprendre en tant qu'adulte. Et je trouve qu'elle est super bien grande. Tu sais, maintenant, pour les enfants, ils font tellement de choses sur les émotions. Sur, voilà, tiens, t'es en colère, mets le logo de la colère, tu sais, le smiley de la colère. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on est en colère? Et là, t'as tout un truc, un panel à faire de choses, enfin, pour les enfants, en disant, voilà, je suis en colère, bah non, mais je vais aller faire telle chose, je vais aller crier dans une boîte à colère, par exemple. Mais j'ai jamais appris ça. Et je me dis, mais pour un enfant, c'est génial. Je me dis, mais crie, vas-y, crie, crie ta colère, vas-y, crie si t'as envie de crier. Normal, t'es en colère. Ok, tu cries, tu cries. Voilà, c'est gérer, enfin c'est accompagner sa colère. Plus tard, est-ce qu'il criera sur son patron? Va savoir. Peut-être que justement, il aura tellement appris à gérer sa colère, enfin à l'accompagner, que ça lui viendra même pas l'idée de crier plus tard. Voilà, je peux pas vraiment le savoir, mais c'est à lui de voir effectivement. Merci, le feeling passe très bien. Pas de soucis. Ouais, je te garde. Je te garde. Allez, je retourne mon siège. Je te garde. Voilà. Bon, alors le live va se couper du coup parce que ça fait déjà 1 heure.
Je vous remercie toutes d'être passées me voir. Il y a eu du mouvement, du va-et-vient. Je vais mettre ce live en IGTV parce que maintenant on peut, donc c'est génial. Et je t'invite à venir me voir en MP pour parler de tes blessures et essayer de les résoudre. Bonne soirée!